À toi qui veux créer un monde meilleur, accepte qu'est-ce que tu ne peux pas changer. Inspire-toi de tout ce qu'il y a de beau et de bon et passe à l'action. Et très content de vous recevoir avec un invité de marque, quelqu'un qui m'a influencé il y a déjà 3 ans lors d'une conférence au Cégep Beauce-Appalaches, où est-ce que je me rappelle encore clairement que, je sais pas si tu te rappelles de ce détail-là, Jean-Marc, où est-ce que à ta première prestation, tu as à peine commencé, mais dès tes premiers mots, tu as attiré tout de suite mon attention, parce que des fois, ces conférences-là sont un petit peu beige, puis je suis pas toujours satisfait de ces journées pédagogiques-là. Et toi, tu avais commencé en disant je vais vous parler de l'évaluation comme si c'était une grosse piñata, puis moi, je vais fesser dessus avec un bat, ramasser les morceaux que vous voulez. Puis là, peu de temps après, tout bug, panne de courant, ça l'arrête là-dessus. Moi, j'étais là, je veux voir les morceaux, je veux voir ça. Je vous écoute. Ouais, puis heureusement, ça a été repris à un autre moment où est-ce que la panne de courant a été réglée. C'était une conférence en ligne en temps de pandémie. Puis j'ai adoré cette conférence-là. Je sais que ça plaît pas à tous. Je sais que ton discours choque et parfois enflamme. Mais ce que j'ai vraiment aimé, dans le fond, c'est qu'on dirait que tu as réussi à mettre des mots sur des trucs qui m'habitent puis qui sont un petit peu tabous. Puis je te trouve vraiment éloquent de la façon que tu t'exprimes. Puis ça m'a fait du bien de voir que ça existe, ces gens-là qui ont ces pensées-là, puis qui ont le courage de les dire haut et fort. Depuis ces 3 dernières années-là, depuis qu'on s'est vu, j'ai souvent repensé à toi. Je regarde encore en tête une de tes phrases que tu avais dit lors de ce coup de batte de piñata en disant que on devrait arrêter d'évaluer les étudiants sur l'exactitude de leurs réponses, mais plutôt sur la pertinence de leurs questions. Je trouve ça d'une grande sagesse, d'une grande pertinence. Puis je me suis souvent demandé si t'étais encore en vie, si tu portais encore cette croisade-là, parce que je trouve vraiment que c'est courageux, puis si je vois les réactions que ça fait, j'ai été heureux de te redécouvrir il y a de ça quelques semaines, quand j'ai rentré en contact avec toi, parce que c'est ça, moi, l'éducation, ça me passionne au bout. On peut faire plusieurs épisodes dans notre podcast sur l'éducation, parce que je suis un prof, j'ai une famille de profs, puis c'est clairement un levier important pour avoir un impact sur le monde. Puis j'étais content de voir que non seulement tu portais encore cette croisade-là en toi, mais tu avais même écrit un 2e livre dans cette même direction-là, que tu as eu la générosité de me donner en pré-lecture, parce que même les maisons d'édition qui sont au front en éducation puis sont ouverts, ils t'ont refusé. Fait que moi, j'ai eu le plaisir de lire tout ça, puis j'ai hâte de partager ça à nos auditeurs. Jean-Marc, merci d'être là. Ça me fait plaisir. En tout cas, si je peux te renvoyer le compliment, ça me fait plaisir à moi de savoir que des gens comme toi existent aussi. Hein. On se sent un peu moins seul. Le problème, c'est qu'il y en a à peu près un seul par cégep. Mais de toute façon, comme disait Baudelaire, il y a une certaine gloire à être incompris. Intéressant. Oui, c'est clair. Puis j'ose croire qu'il y a plus de gens qui comprennent, mais c'est vraiment... c'est ça, on va le découvrir ensemble. J'ai subi plusieurs extraits où est-ce que... J'adore faire ça. Ça fait quelques fois où est-ce que je lis une œuvre, puis j'ai le bonheur et le privilège d'aller dans la tête de l'auteur. Où est-ce que j'ai envie de te faire un aveu tout de suite. J'ai jamais été un grand lecteur. Je pourrais même dire que j'ai pas aimé lire une grande partie de ma vie. Puis je me suis reconnu à bien des égards dans le sens que c'est ça, j'ai pogné des profs qui étaient, pas qui étaient incompétents, mais je sentais pas la passion des livres. Puis je voyais ça comme une tâche à faire. Puis je peux te dire en toute transparence, j'ai fait quand même quelques pas avant de lire ton œuvre, mais j'ai envie de dire, même la façon que tu t'exprimes dans ton livre, peut-être que je suis biaisé parce que j'ai beaucoup aimé ta conférence, mais ça sent la passion que tu as pour la littérature. Tu dédies plusieurs pages pour répondre à la question à quoi ça sert la littérature. Puis tu m'as éveillé, en fait, c'est ça que tu dis. Ça m'a accompagné à comprendre des choses que je savais pas de moi-même. Je savais pas que j'étais intéressé par la littérature. Dans le fond, je savais pas que la littérature est une fenêtre sur le monde qui te permet de voir des choses dans un autre rythme, ou même aussi un marteau pour le façonner. Ça m'a bousculé de dire c'est beaucoup plus grand que je l'aurais vu, puis de le dire avec fougue et ferveur, même à travers une page noire et blanche. Tu m'as eu, Jean-Marc. Merci de nourrir la passion que je savais même pas que j'avais en dedans de moi pour la littérature. Wow! J'ai plus le goût de lire que jamais, je dirais. Hey, c'est vraiment, je suis très ému par ce que tu dis.
Surtout que ça vient d'un livre qui est même pas publié, hein, qui a été refusé dans 3 ou 4 maisons jusqu'à maintenant, là. Donc, je trouve ça très émouvant, ce que tu dis. Merci de ce beau compliment, Michel. Ben, c'est tout naturel pour vrai. J'essaie même pas d'être gentil. J'essaie d'être vrai. Puis c'est ça. C'est fou à quel point que ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Ça paraît que tu es passionné de littérature. Ça se sent, puis quand même que tu me dirais des conneries. Peut-être que t'en dis un peu des fois. Ben, mais c'est ça. On le sent que ça te fait vibrer puis que t'en as mangé. Regarde, je vois derrière toi, là, tous les livres, je suis convaincu que tu les as lus. Oui. Et il y en a plein d'autres que t'as pas lus qui sont là. Oui. C'est palpable. Ben oui, non, mais écoute, c'est une passion. Mais je pense, il y a un moment donné, j'étais dans une réunion de profs. Enfin, on était 3, 4, 5, 6 profs dans un bureau. Et à un moment donné, il y a un prof qui me dit, toi, t'es passionné. Puis je lui ai répondu, mais c'est pas un prérequis. Pour être prof, il me semble que c'est un prérequis. Je pense qu'à la base, tu sois passionné par ce que tu enseignes. Et puis ton but, c'est de l'éveiller, la passion chez les autres. Et puis moi, ça m'attriste d'entendre un discours comme celui que tu tiens, c'est-à-dire le témoignage que tu as fait sur l'étudiant que tu as été, qui n'a jamais eu la chance de rencontrer un prof qui a pu susciter en lui une forme de curiosité. Tu sais, puis c'est une autre phrase que j'ai fignolée, qui est dans le bouquin, je pense. Tu sais, si un prof peut échouer à motiver un élève, il peut pas réussir à le démotiver. Tu comprends? Donc, il se peut que dans une salle de classe, tu sais, sur 30, il y en ait 2, 3, 4, 5, mettons, qui sont pas du tout intéressés par la matière que tu enseignes. Ben, t'auras beau souffler sur la braise, ben, tu sais, il y en a à peine, puis ça lèvera pas, ça fera pas un feu, tu vois. Mais tu sais, si t'en as 3, 4, 5 qui, en revanche, sont déjà intéressés par la littérature et que tu les éteins comme prof de littérature, c'est terrible, ça, c'est condamnable. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, tu devrais être éviscéré sur la place publique. On est d'accord, je pense, là-dessus. Puis, ben c'est ça, tu commences à citer des passages de ton livre. J'aime vraiment beaucoup ta plume. J'ai envie de te citer à quelques moments, de dire ce que moi, il montre. Puis, j'aimerais savoir tes réactions. Où est-ce que j'ai vraiment été selon ce que j'ai aimé. Il y en a plusieurs que j'ai aimé, mais ceux qui se distinguent. Puis, je commence par la fin. J'y vais dans le désordre. J'y vais à côté de mes pompes. Où est-ce que... c'est ça, c'est vers la fin de ton bouquin, là, tu parles de à quoi ça sert, la littérature. Sûrement que ça l'est fait poser souvent, sûrement que tu as dû répondre souvent à cette question-là. Puis voici mes coups de cœur. Vous seriez d'accord avec Marcel Proust qui affirmait « En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eût peut-être pas vu en soi-même. La littérature nous permet donc de mieux voir ce qui est. Sans elle... je l'ai manqué dans la phrase. La littérature nous permet donc de mieux voir ce qui, sans elle, nous échappe. » Wow! Ça, c'est puissant. Là. Comment tu veux pas avoir le goût de lire après ça? C'est comme de dire, moi, je suis correct avec tout ce qui m'échappe, je lirai pas. ouais, c'est drôle parce qu'hier, j'étais en classe, puis je sais pas trop, je me suis lancé dans une diatribe et puis j'ai terminé mon envolée en disant je pense pas qu'on puisse avoir une vie riche avec un vocabulaire pauvre. Et des étudiants qui ont applaudi. C'était assez émouvant comme moment. Mais ouais, en fait, c'est ce que Proust dit. Hein, c'est toute son œuvre, c'est ça. Hein, on dit que la littérature, entre autres, tu sais, si je me suis amusé dans ce chapitre-là, en fait, à faire un collage de citations. Là, tu sais, je sais. Tous les auteurs qui ont dit un mot sur la littérature. Et l'idée, c'est de faire en sorte que toutes ces citations-là se contredisent, au fond. C'est-à-dire que ça sert à tout et à rien en même temps. Et on dit souvent que la littérature, comme le cinéma, par exemple, est une fenêtre ouverte sur le monde. Ça nous aide à mieux voir le monde. Mais c'est une fenêtre sur le monde intérieur. Hein. C'est-à-dire que je donne un exemple qui a été marquant dans ma carrière, si je peux dire ainsi. Tu sais, à un moment donné, je faisais lire Madame Bovary de Flaubert. Et bon, tu sais, c'est pas un roman qui est facile là, quand on a peut-être 16, 17, 18 ans, mais bon, enfin, moi, mon but, c'est de les outiller pour passer à travers. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben voilà, tu sais, Flaubert a donné le nom à une maladie, tu sais, en écrivant Madame Bovary, le bovarisme. Et il y a un moment donné, il y a une étudiante qui vient me voir et dit, monsieur, je pense que je souffre de bovarisme, tu vois. Donc, ça lui a donné un mot, tu sais, pour nommer
pour nommer sa réalité intérieure, de la même façon que après Kafka, on peut parler d'une situation kafkaïenne. Tu vois, donc on est capable à la fois de mieux nommer le monde. Et évidemment, c'est évident, on n'a même pas besoin d'en discuter ou d'en débattre. Plus tu as de mots pour nommer ta réalité, plus elle est riche et plus tu as un ascendant sur elle. Donc voilà, c'est une des nombreuses fonctions de la littérature. Ça sert pas juste à passer une épreuve uniforme de français. Hein. Tu viens de nommer quelques-unes de tes citations. Il m'est monté ça. Comment tu gères tes citations? Est-ce que t'es ça genre par cœur en dedans de toi ou t'as comme une banque à chaque fois que t'as une citation, t'as mets là parce que c'est truffé de citations puis j'étais impressionné de voir que tu sortais. C'est ça, comment tu gères ça? Non, c'est comme ça. C'est que j'ai une mémoire très sélective. Je me souviens de pas mal tout ce que je lis puis de pas mal tout ce que je vois. Moi, ça sent. Moi, c'est comme. Tu sais, je m'en enorgueillis pas. Hein. C'est comme ça. Ah ouais, fait que la plupart des citations, là, t'avais même pas besoin d'aller... Ben non, t'allais sûrement relire le... Mais c'est ça, je peux pas croire que tu savais toutes les citations par cœur, où tu y vas à ton ressenti, c'est pas exactement la citation, mais tu le dis dans tes mots de... Non, mais celles qui sont dans le bouquin, c'est des citations exactes. Mais c'est ça, faut que t'ailles les rechercher, tu les as pas toutes par cœur. Oui, je vais aller les chercher, mais en classe, tu sais, je peux les lancer comme ça. Ok. Ils me viennent, oui. Ah oui. Ok, tu m'assures. Mais tu sais, être prof, c'est aussi un peu être comédien, hein. Puis un comédien, mais tu te demandes comment est-ce qu'il fait pour apprendre ses texes par cœur. Ben, c'est sa job. Tu sais, il y a des gens qui vont être comédiens après une pièce. Comment vous faites pour apprendre tout ça? Ben oui, c'est ça sa job. Ben, un prof, c'est aussi ça. C'est-à-dire que moi, tu sais, je peux te réciter des poèmes de Baudelaire, de Lamartine, de Rimbaud, de Nelligan. Je peux te les réciter par cœur, hein. Ah oui. À force de les lire, de les relire, de les étudier, de les analyser, de les enseigner. C'est évident que ça rentre tout seul. Il n'y a pas de mérite. Je vais en citer d'autres d'ailleurs. Franz Kafka. Kafka, ben oui. OK. Ben oui. La littérature est une hache qui brise la mer gelée en nous. La littérature est là pour briser nos certitudes, briser nos idées reçues, briser des stéréotypes, briser les clichés et permettre au monde de changer. Exactement. Bertolt Brecht disait « L'art n'est pas un miroir pour refléter la réalité, mais un marteau pour la façonner. » Ah oui. Ça aussi, j'ai adoré ce passage-là. On le redit un peu, mais je voulais le redire. J'ai vraiment adoré ces passages-là. Ah oui, un marteau, une hache, une épée, enfin une arme, quoi. Tu sais, la littérature. C'est ça c'est ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a autant de définitions de la littérature que de personnes pour la définir. Il y en a qui vont se dire je lis pour me conformer ou me conforter dans mes idées, me faire du bien, tu sais, me faire dorloter. Puis il y en a d'autres, c'est pour se faire shaker, tu vois, c'est pour se faire brasser. Donc toutes ces définitions-là, toutes ces buts-là, toutes ces fonctions-là sont bonnes, valables, pertinentes. Je pense que c'est à chacun de trouver un peu avec laquelle il est à l'aise, puis les raisons pour lesquelles il lit. Tellement. Puis j'ose une citation que j'ai pas lue dans ton livre, mais qui m'a fait rappeler que j'avais entendu ça, puis j'ai été la rechercher. Une citation de Carl Sagan. C'est un anglophone. Il écrit en anglais. Sa citation est en anglais, mais je vais me risquer d'improviser une traduction libre ici. Puis dis-moi ce que t'en penses. Quelle chose étonnante qu'est un livre? C'est un objet plat, fait à partir d'un arbre, flexible, où est-ce qu'il y a plein de symboles noirs un peu étranges écrits sur le papier. Mais une fois que tu plonges et tu te mets à lire le livre, tu rentres à l'intérieur d'un esprit d'une autre personne. Peut-être quelqu'un qui est mort depuis des années, voire des milliers d'années. Puis cet auteur-là te parle clairement et silencieusement dans ta tête, directement à toi. L'écriture est probablement une des plus grandes inventions de l'humain. Ça rapproche, ça rassemble des humains qui se sont jamais rencontrés à travers le siècle. Ça brise les chaînes du temps. Le livre est la preuve que l'humain est capable de magie. Oui. Avais-tu déjà entendu cette citation-là? Non. Mais oh yeah, je t'ai appris quelque chose! Oui, tant mieux. C'est pour ça qu'on enseigne aussi, pour apprendre dans les deux sens. Mais ça me faisait penser. Il y a plein de citations qui me traversaient l'esprit quand tu citais celle-là. Une de Valéry, une de Paul Valéry, une de Georges Steiner. Tu sais, Steiner qui avait dit sur un plateau de Bernard Pivot, il parlait de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, mais il disait c'est peut-être naïf, mais moi ça m'émeut de savoir que ça a été écrit, tu sais,
des siècles avant Jésus-Christ, tu sais, de savoir que Mhm. quelqu'un des siècles avant Jésus-Christ a écrit ça, puis que je le lis maintenant, ici et maintenant. Donc lui, c'est peut-être naïf, mais ça m'émeut. C'est vrai que c'est une voie qui traverse les siècles, mais en même temps, je pense que Valérie qui disait quelque chose comme à partir du moment où on sut lire des yeux, toute la littérature fut altérée. Hein? C'est-à-dire que c'est sûr qu'on peut lire pour soi-même, en silence, mais le plaisir aussi et le gain signifiant qu'une lecture à voix haute peut t'apporter, tu sais, c'est quand même quelque chose aussi. Hein? Comme tu peux lire une pièce de théâtre, mais tu peux aller la voir, il y aura un gain signifiant. Donc entendre un comédien, un acteur, un prof lire un poème, par exemple. Oh, ça fait ressortir des subtilités et des nuances que tu n'avais peut-être pas ressenties à la première lecture. Donc, tu vois, tu sais, c'est à double tranchant. C'est sûr que c'est fascinant de lire pour soi-même. Tu as comme deux esprits qui communiquent comme ça de façon un peu spectrale ou fantomatique, mais en même temps, le lire, le verbaliser, il y a aussi quelque chose d'absolument fascinant. Mhm. C'est un bon point. Je termine une dernière chose si vous n'êtes pas encore convaincu que la littérature, c'est vraiment de quoi de magique et que tous devraient faire. Je cite Tchekhov, qui soutenait que la littérature consiste à poser de bonnes questions et à laisser la réponse au lecteur. Ouais, ouais. J'essaie de rebondir un peu sur ta question. Ça me permet de clarifier quelque chose. C'est-à-dire que quand j'ai publié mon premier livre, il y avait des gens un peu, tu sais, comme toi, je l'ai dit, là, statistiquement, c'était un par cégep. Tu sais, il y a un gars, je reçois un courriel d'un prof de Rivière-du-Loup, du cégep de Rivière-du-Loup, qui dit hey, j'ai lu ton livre, merci, bravo, je pense comme toi. OK, cool. Je reçois un courriel d'un prof de Marie-Victorin, tu sais, que j'ai jamais rencontré, qui me dit ah, j'ai lu ton livre, merci. Bon, la Beauce, etc. Donc, j'ai comme ça un prof par cégep à peu près, tu sais, qui m'écrit, qui m'a dit bravo, merci d'avoir dit ça. Mais en revanche, il y a plein de gens qui veulent m'assassiner. Je veux dire, il y a des gens qui me disent, mais pour qui il se prend, ce gars-là? Tu sais, pour qui il se prend? Tête enflée, espèce d'outrecuidant personnage, comme il est présomptueux, etc., etc. Puis à un moment donné, mais je me suis dit, comment ça se peut, tu sais, comment ça se peut susciter un discours aussi polarisant, tu sais, une critique aussi polarisante? Mais en fait, la réponse que j'ai trouvée est assez simple. Ça dépend, quand tu me lis, si tu te reconnais dans les profs que j'attaque, c'est-à-dire dans les personnages, ou dans le narrateur qui attaque. Fait que du moment où tu me dis, man, je pense comme... Ben, c'est parce que tu t'es pas senti attaqué, donc tu t'es pas identifié au personnage du livre, mais à la voix du narrateur. Puis inversement, tu sais, quand tu dis mais pour qui il se prend, ben c'est parce que tu t'associes pas à la voix du narrateur, mais tu t'associes aux personnages qui sont attaqués. Puis il y a même des gens qui m'ont dit, je me suis reconnu dans le personnage de l'étudiant que tu étais. Donc il y a beaucoup des lecteurs qui m'ont dit, ben moi aussi comme étudiant, je me suis un peu emmerdé sur les bancs de l'école. Donc et puis ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est que même tu sais, si je fais le portrait de mon père, en fait, c'est un portrait évidemment qui est un peu hyperbolique, là, qui est un peu exagéré, qui est un peu fantasmé, donc hein, je noircis les traits. Mais après avoir fait le portrait de mon père, en tant que père dans le roman, dans l'essai, je me suis dit, ben, il y a peut-être plus de chances qu'il s'identifie à l'étudiant que j'étais, qui a souffert sur les bancs d'école. Tu comprends? Parce que mon père, je sais même pas s'il a fini son primaire, tu vois. Donc, on sait pas, tu sais, quand on écrit, on sait pas ce que ça va éveiller chez les lecteurs. Donc, c'est pour ça qu'on pose des questions, on dresse des portraits, on se lance, on lance des coups de gueule, puis après, mais ça résonne comme ça va résonner, quoi. On n'est plus maître de ça après, ça nous appartient plus. Voilà. C'est ça aussi la littérature. Il faut accepter ça comme auteur, d'avoir des gens, par exemple, qui ont lu mon dernier chapitre, et puis j'ai eu encore là tout l'éventail des lectures. Tu sais, il y en a qui m'ont dit le dernier chapitre, c'est tellement émouvant. D'autres qui ont vu ça comme quelque chose de très, très positif. D'autres qui ont vu ça comme quelque chose de très, très négatif. Et d'autres qui ont juste pas compris. J'ai pas compris. Ouais. C'est pas à moi d'expliquer. Je veux dire, ça revient à chacun de faire son bout de chemin. Puis, mais c'est ça, j'essaie quand même à trouver la question de ton deuxième livre pour l'avoir lu. Tu sais, tu parles aussi de ton enfance. Hein, je trouve ça très intime d'ailleurs lire un livre. J'ai l'impression de te connaître beaucoup mieux suite à tout ce que j'ai lu derrière ce livre-là. Puis
Puis quand je sais pas pour rien que je te lisais la citation, je cherchais la question que tu posais là-dedans, puis je l'ai pas encore entendu clairement de ta bouche. Je sais La pas si question tu en que je avais pose une en dans le tête. deuxième livre. La question que je Comment? pose dans le deuxième livre. Oui. Ah, ben, mettons, tu poses, ça serait quelque chose du genre, est-ce que t'es fait pour être prof? Hmm. Tu sais, c'est ça, je pense. Hein? Le titre provisoire, tu sais, c'est Manuel à l'usage des professeurs dépressifs. Bon. Alors, tu lis ça, mettons, parce qu'on est tous un peu dépressifs comme prof, il y a tous des moments où on se dit, ah, putain, mais où est-ce qu'on s'en va? Tu sais, je perds confiance en l'humanité. Puis il y a des moments plus lumineux où tu fais comme, oh my God, wow, tu sais, c'est tellement cool ce que je fais, j'ai une belle gang cette session. Bon. Alors, je pense que c'est ça la question que je pose. Tu sais, je rebondis sur une question que je pense Fred Savard m'avait posée après la publication du premier. Il m'avait dit, un jeune prof qui lit votre essai, il va être découragé de devenir prof. Et moi, je lui ai répondu, ben, s'il est découragé, il est pas fait pour devenir prof. Ouh. Donc, tu vois, c'est un peu ça. C'est ça la question que je pense. Ah, je reconnais ta question. Ouais. Ça me plaît au bout. Puis j'avais envie de réagir aussi sur le fait que, tu sais, clairement que si je viens vers toi, c'est que j'ai pas été trop choqué, donc je me suis peut-être pas trop reconnu là dans ceux que tu dénigres, mais à quelque part, tu sais, je pense que c'est pour ça que ça dérange autant. C'est que je pense qu'on a tout un petit peu de cette partie-là de prof en nous. Même aussi exceptionnel peut-on être en tant que prof. Tu sais, c'est ça, on a tous une tendance à être paresseux, on a tous une tendance à rester dans notre zone de confort, puis on a tous ça en nous, puis on navigue différemment là-dedans. Mais je me suis aussi senti confronté à quelques égards, mais ça faisait du bien. Fait que je peux pas croire que, parce que moi je me vois pas de même comme je suis au-dessus de ça, puis souvent j'ai tout compris dans l'enseignement parce que c'est un milieu infini qu'on n'aura jamais fini de comprendre jusqu'à notre mort. Puis c'est peut-être pour ça que ça dérange aussi, parce que même si on se reconnaît pas tout à fait, il y a une partie de nous qui peut se reconnaître, puis là, ben, c'est dérangeant. Ben, écoute, moi, encore une fois, je suis très touché par ce que tu dis. Il y a d'autres profs aussi qui m'ont dit ça. Tu sais, il y a des profs qui m'ont lu, qui m'ont invité à faire des conférences dans leurs cours. Ils ont mis mon livre au programme. Puis ils ont dit, tu sais, j'ai lu ton essai. Par moments, j'ai été choqué, tu sais, presque insulté. Je suis pas toujours d'accord avec ce que tu dis, mais je trouve ça intéressant parce que ça me fait réfléchir. Ben oui, mais voilà, tu sais, je pense que je suis pas une mauvaise personne. Tu sais, c'est que quand t'écris, t'adoptes une voix, une posture, une intonation, une respiration, un débit, un rythme. Tu sais, tu comprends? Alors, tout ça, il y a une part de fiction aussi là-dedans, là, tu sais, tu comprends? Et j'ajouterais même que je suis moi-même confronté par ce que j'écris. Ben voilà. OK? Il y a je te dirais même, j'ai employé récemment une métaphore un peu cheap, là, mais tu sais, la métaphore du tennis ou du match sportif. Peu importe. Mais à chaque fois, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je sortais d'un cours, que je finissais un cours, tu sais, les étudiants partent, OK, salut, tu sais, je reste un peu dans la classe. Puis des fois, j'ai des soupirs de découragement. Je me dis, j'ai pas été assez hot aujourd'hui. Mon cours était pas bon, j'ai pas été assez bon, j'ai pas été assez. Puis il y a des fois, je sors, puis je suis gonflé, puis je me dis, ça c'était bon. Ça. Non, mais c'est-à-dire que je suis jamais indifférent à ma propre performance, en quelque sorte. Tu sais. Alors, si t'es un prof, puis tu sors toujours, tu sais, recto tono, tu sais, ni haut ni bas, puis tout est toujours chill, puis toujours. Je suis pas sûr que t'es fait pour être prof. Je pense que tu vois des fois sortir là, la queue entre les jambes en disant j'ai raté ma shot aujourd'hui, mais check-moi bien la semaine prochaine. Puis là, la machine repart. Je pense que c'est ça, être prof. Il faut être habité par des émotions fortes. Voilà. C'est un très beau conseil. Les jeunes profs, je ne veux pas croire qu'ils peuvent être découragés face à ces messages-là. Ça me paraît vrai. Mais aussi quand même confrontant, parce que c'est ça, ça peut arriver qu'on sorte un peu neutre et un peu beige de notre cours, puis en même temps, mais c'est un beau rappel à l'ordre pour dire, attends un peu, là, si je sors beige, là, je suis vraiment là connecté à la réalité, je suis vraiment là en train de mettre les jeunes en priorité avec un potentiel infini de 30 jeunes devant moi, où est-ce que je peux les marquer à vie, tu sais. Exact. Faut se le rappeler, ça. Exact. Tu sais, t'as pas le droit à l'erreur, tu sais. Quand ta marge d'erreur est mince, tu sais, comme prof. Tu comprends? Tu peux pas scraper 30 destins, tu vois. Puis, tu sais, il y a Daniel Pénac aussi qui a beaucoup écrit sur l'enseignement, il est prof lui-même, tu sais, puis dans Chagrin d'école,
Il disait, il disait que c'est archi simple, hein, ce qu'il dit. Il dit, au fond, je me suis rendu compte que pour donner un bon cours, il faut être présent. Tu sais, il faut être présent. Comme prof, il faut être présent. Il faut être grounded. Il faut être là, hic et nunc. Et quand tu t'adresses à ton groupe, il faut aussi que tu sois à l'écoute des étudiants, des étudiantes qui vont répliquer, qui vont rétorquer, qui vont questionner. Et Pennac, à un moment donné, dit, puis je trouve ça encore plus éloquent, il dit, à un moment donné, je donnais mon cours, puis j'étais un peu sur le pilote automatique, et il dit, j'en étais réduit à donner un cours magistral. C'est comme une forme d'échec, tu sais, ça dit blablabla, je vais parler pendant 2 heures, après ça, ciao, bye. Mais t'as pas fait ta job, tu sais, comme prof, si t'en es réduit à donner ton cours magistral. Et là, en classe, pour lancer des trucs, puis attendre que ça te revienne aussi. Donc, c'est vraiment, faut être présent. C'est simple, c'est super simple à dire, peut-être plus difficile à faire, mais faut être présent, faut être, comment il disait Jean-Claude Van Damme, faut être aware, tu sais, faut que tu sois à l'écoute, alerte. Donc voilà, je pense que c'est une première qualité pour être prof. Clairement. En plus d'être passionné. Clairement. Puis là, ben, on rentre bientôt dans une séquence où est-ce que je l'ai appelé la séquence des profs médiocres. Où est-ce que tu rentres un peu dans le flanc des profs. Puis c'est correct. Puis tu sais, attends, j'ai envie de nommer quelque chose là. Quand on s'est parlé, tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment fait du bien dans le sens que c'est ça aussi la littérature. Tu sais, pour défaire la mère gelée en nous, tu noircis les traits. Tu te permets d'être virulent, puis poignant, puis percutant, mais à la limite, ça prend peut-être ça pour voir ce que les profs vont grogner suite à ça. Là. Tu veux, là, c'est ça, faire bouger les choses, puis même si tu exagères peut-être quelques traits, mais des fois, ça prend ça pour faire bouger les choses. Ben, c'est la définition que donnait Alfred Jarry du théâtre. Je sais pas si je l'ai cité celle-là, mais en tout cas, il disait que le théâtre, c'était fait pour faire grogner la foule, pour savoir où elle en est. C'est ça? Oui, tu l'as cité. Ouais, exact. Je reprends tes mots à gauche et à droite. Je me souviens pas de l'avoir cité. Oui, je confirme. Puis moi, avant de rentrer dans ce chapitre-là, il y a une séquence que j'ai beaucoup aimée, qui jamais en contexte, où est-ce que tu sais, ça commence à faire plusieurs années que le système d'éducation il roule. Puis souvent le système d'éducation, quand on appelle à peut-être le changer ou apporter des modifications ou seulement briser l'inertie, ben souvent il y a le discours, hey, attention, la culture générale, ça fait longtemps que c'est là, puis c'est comme sacré, on veut pas le faire bouger, comme si c'était vraiment très très bon. Et alors que tu dis dans un chapitre que quand tu regardes autour de toi, autour de nous dans la société, que ça fait des années là que l'éducation a passé sur tout le monde, voici ce que tu constates. Les ruelles grouillent de monde scrappé, magané, dérenché. Chaque jour, on voit des petits boss de bécosse qui régurgitent dans les vomitoires sociaux leur haineuse déjection. Chaque jour, on subit des ribambelles de cabochons qui nous étalent leur torchis comportant plus de fautes que leur chiure de mots. Chaque jour, on entend des mononcles et des matantes qui, de leur attristante toundra intellectuelle, brandissent avec fatuité l'étendard décoloré de leur prêt-à-penser. J'adore cette séquence-là. C'est pouf, 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 pouf. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui sont de même, mais c'est vrai qu'il y en a en tabarnache, puis du prêt-à-penser. Moi, c'est là que tu m'as eu, là, leur étendard, là, de leur prêt-à-penser, comme, checkez-moi ça. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent pas. Ils ont juste des pensées qui viennent à eux, puis ils les disent, puis ils pensent que c'est une réflexion. Ouais. On en aurait des exemples. On va pas leur faire la passe à ceux-là, ils sont trop nombreux. Mais s'il faut contextualiser, est-ce que le passage que tu viens de lire, c'était pour répondre à ceux qui disaient il faut pas toucher au cours de la formation générale, c'est ça. parce que la culture c'est important. Mais là, tu sais, s'il y a pas de culture, si on partage pas des symboles communs, je veux bien là, je suis pas en désaccord avec cette idée-là, mais c'est une idée qui est romantique, hein, et qui est pas ancrée dans la réalité. C'est-à-dire que si ce raisonnement-là est juste et bon, eh ben pour comment t'expliques ça, les cabochons, puis le monde dérenché, puis les épais, je veux dire, il y en a à la pelle des épais. Je veux dire, les médias sociaux ont juste rendu ça plus palpable, mais pourtant, ces gens-là sont tous passés par le cours de formation générale. Mais ça marche pas, ces deux discours, là, tu comprends que c'est un discours qui me semble déconnecté.
on peut pas être en désaccord avec ça. C'est sûr que la culture, c'est important, puis etc. Mais il y a quelque chose qui a chié quelque part. Il faudrait qu'on... Exact. C'est ça, je suis ton avis. Il y a clairement un indicateur qui a de quoi adresser. Puis j'ai quand même l'élan de nuancer que notre système d'éducation a ses forces aussi. Ils font des choses de bien, hein, où est-ce qu'il faut aussi voir les deux côtés de la médaille. Mais de là à ne rien changer, c'est comme de laisser entendre qu'il a comme atteint son summum, alors que c'est faux. Il y a vraiment des trucs à adresser. Puis c'est là que le bas blesse, où est-ce qu'on dirait qu'on est frileux à adresser ça, puis c'est comme un peu tabou. Puis spécialement par rapport aux profs, où est-ce que c'est comme dur d'attaquer les profs. On dirait que on n'a pas le droit, tu sais. Ben oui, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer récemment que c'est comme si je m'en prenais aux infirmières, tu sais, je veux dire, tu peux pas t'en prendre aux infirmières, tu sais. Donc, tu sais, Catherine Dorion vient de sortir un livre là sur les politiciens, je l'ai pas lu, mais tiens, enfin, on est capable de comprendre que n'y va pas de main morte, et puis donc tu te rends compte que les politiciens sont pas intouchables, mais les profs, oui. Je comprends pas pourquoi les profs seraient intouchables. Je veux dire, les profs eux-mêmes, là, tu sais, nos collègues, là, eux-mêmes, ont subi l'enseignement de mauvais profs. Ça, c'est non négociable, là. Tout le monde me dit, moi, il y a un prof qui m'a marqué, ben, comme un sur une centaine. 1 sur 100, c'est un échec. Tu comprends? Donc, je veux dire, eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ont été victimes, tu sais, d'un mauvais système d'éducation, mais là, comme ça, par magie, eux, ils seraient pas des mauvais profs, tu sais, en tout cas, c'est ça c'est l'hypocrisie derrière ce discours-là qui me rend malade, hein. C'est-à-dire, les profs sont là, qui varlopent leurs étudiants en leur disant, il faut travailler, puis il faut atteindre l'excellence, puis il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, puis il faut se remettre en question, Et eux, tu sais, est-ce qu'ils se remettent en question? Est-ce qu'ils visent l'excellence? Est-ce qu'ils travaillent? Je veux dire, c'est ça pour moi qui est la base du problème. Puis c'est la citation de Saint-Luc que j'ai mis en exergue d'un des chapitres. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère puis pas le 2x4 que t'as dans le... C'est ça qui me rend malade. C'est comme, on peut plus faire un examen de conscience, une introspection minimale, tu vois? Parce que, tu sais, comme je le dis, c'est que c'est simple pour un prof, tu sais, c'est simple pour un prof qui enseigne une matière de s'imaginer que tout le monde devrait triper sur sa matière. Tu sais, mais c'est pas de même que ça marche. Puis c'est pour ça que je dis à la fin d'un des chapitres il faudrait donner le cours, tu sais, qu'on aime comme le cours qu'on a détesté recevoir. Tu sais, il y a tous, moi, c'était les cours de maths. Je m'excuse, Michel, mais tu sais, moi, les cours de maths, c'était l'enfer. Tu sais, j'avais pas l'esprit mathématique. Moi, les chiffres, c'est quelque chose qui me, à chaque fois que j'écris une date, un numéro de téléphone, à chaque fois qu'il y a des chiffres, je me trompe. OK? C'est bon. Et là, on m'avait évidemment obligé, tu sais, ou peut-être pas obligé, mais en tout cas, on m'avait fortement conseillé de suivre au secondaire des cours de rattrapage ou, tu sais, d'aide aux devoirs en mathématiques. Mais, tu sais, c'est comme si par magie, j'allais devenir bon en suivant des cours. C'était aussi pénible. Tu sais, c'était aussi pénible. Donc, si j'ai pas la bosse des maths, comme on dit, mais tu sais, ça va prendre un esti de bon prof, tu sais, pour me faire aimer ça, tu sais. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt que tu peux échouer à me motiver. Tu sais, c'est-à-dire, si je suis pas motivé, puis tu peux manquer ton coup. Alors que si j'aime les maths, puis je rentre dans ton cours, puis je sors de là en disant, finalement, je me fais chier les maths. Là, tu sais, c'est ça. Là, tu viens de réussir à démotiver. Puis ça, c'est moins louable. Mais là, les profs intouchables, on va aller les toucher. Allons-y. Dans le vif du sujet, je te cite les passages que j'ai trouvés les plus savoureux. J'ai peur. Le bon prof n'est pas simplement celui qui se montre encouragé par l'encouragement de ses étudiants, mais celui qui ne sera pas découragé par le découragement. Ça fait un peu référence à ce qu'on disait, puis en fait, il est là le point, là, où est-ce que c'est limite notre job de gérer les découragements. Puis tu le fais référence un peu plus loin dans le texte, où est-ce que c'est comme si un médecin vous avouait « Je ne sais pas ce qui se passe ces temps-ci, mais tous les patients qui viennent me consulter sont malades. » Ou comme si un restaurateur vous confessait « Je ne sais pas ce qui se passe ces temps-ci, mais les clients entrent dans mon restaurant et ils ont faim. » Mais n'est-ce pas votre travail de les soigner, de les substancer?
changer de boulot si cette routine vous écœure et laisser la place à ceux qui ont envie de guérir et de nourrir. Je pense que le parallèle est évident. En tout cas, dis-moi si je me trompe, mais c'est ça, là, la job des profs. Là. Limite, ceux qui sont déjà motivés, là, on n'a même pas besoin d'être là. Ils peuvent limite se gérer. T'sais, là où est-ce qu'on peut faire une différence, c'est avec ceux qui sont découragés. Puis c'est là que notre job a sa pertinence à mon regard. Écoute, tu sais que pendant la pandémie, en fait, tout ça c'est né un peu pendant la pandémie, parce qu'il y en avait du prof découragé au centimètre carré, là, tu sais. Les nouvelles plateformes, tu sais, la nouvelle technologie, etc., etc. Et donc, c'est encore là, c'était un peu le même discours, le même point aveugle ou le même angle mort que je rendais évident plus tôt. C'est-à-dire que les profs arrêtaient pas de se plaindre des étudiants qui étaient découragés, des étudiants qui étaient démotivés. Mais tu sais, ils le disaient dans un soupir de découragement. À un moment donné, tu sais, c'est l'œuf ou la poule, tu sais. Si c'est évidemment pas les étudiants qui vont se montrer comme par magie motivés, ben c'est la job du prof de l'être. Je dis pas qu'un prof ne doit pas être démotivé, mais en tout cas, il doit pas le montrer. Puis c'est pour ça que je dis des fois, un bon prof doit être dans le déni, tu sais, quelque part. C'est sûr qu'il y a des moments où, tu sais, j'ai envie de leur pitcher des affaires, puis de leur dire, hey, là, tu sais, come on, réveillez-vous. Mais non, je refuse de tenir publiquement, tu sais, en classe, ce discours-là. Je refuse de les diminuer, de les dévaloriser, tu sais, même si je le pense par moment. J'ai pas le droit de faire ça. OK? Puis j'ai pas le droit de leur faire la morale. Hein? Moi, quand j'étais à votre place, hein, gna, 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 puis vous allez voir plus tard, puis gna, gna, gna. Non, comment veux-tu? Tu sais, ton but, le but ultime, c'est quoi? Le but ultime d'un prof, c'est d'arriver à allumer ses étudiants, ses étudiantes. C'est ça le vrai but, c'est d'arriver à les encourager, les arriver à s'accomplir, puis à se dépasser. Donc, c'est-tu en les dévalorisant, en les diminuant, en les dénigrant que tu vas y arriver? Non. Mais à l'enfant de ta gueule, va virer des boulettes chez McDo, là, tu sais, c'est pas ta place. Je suis tellement d'accord. Puis tu sais, là, je commence à voir que bon, les citations que j'ai choisies, on commence à les toucher, mais check ça. Ça rend la chose encore plus cohérente. S'il faut bien que les profs fassent quelque chose, c'est incarner un tant soit peu leur enseignement. C'est tellement ça. Ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. T'as beau dire faites ça, si toi-même tu le fais pas toi-même. Bref. Qu'ils mettent au programme des œuvres qu'ils ont découvertes eux-mêmes, dont ils ont envie de parler et qu'ils ont envie de partager des œuvres, qu'ils les transportent, des œuvres qui les enchantent, des œuvres dont le sens leur échappe et sur lesquelles ils ont envie, avec un groupe, de jeter un peu de lumière. Que c'est beau, mais en même temps, ça te prend du courage, parce que là, c'est d'aller, justement, là, c'est challengeant être prof, c'est tough d'aller devant un groupe et d'aller s'enfiler avec de quoi qui t'échappe, mais en même temps, c'est de montrer l'exemple, parce que les autres, ça leur échappe, les œuvres que tu montres. Fait que non, t'incarnes ça, puis tu leur montres par imitation, c'est quoi d'arriver à pas trop savoir, hésiter, se tromper, puis tu leur montres un exemple, ça doit être de toute beauté d'être dans ta classe. Ouais. Mais écoute, je voulais rebondir sur le passage que tu viens de lire. Rappelle-moi les premiers mots. Peux juste le relire la phrase, là? S'il faut bien que les profs fassent quelque chose, c'est d'incarner un tant soit peu leur enseignement. OK, c'est ça. Alors, tu vois, tu sais, t'as des profs, comme je le disais tantôt, qui demandent à leurs étudiants de viser l'excellence. Tu sais, soyez organisés. Tu vois? Bon, fais juste prendre le plan de cours du prof en question. Tu vas tout de suite voir si lui est organisé. Dis-moi les plans de cours avec les 2.3.1.4, puis modalité, puis gna, puis que ça dépasse sur 3-4 pages et demie, puis que tu sais c'est pas centré, puis que la police de caractère change. Tu sais, j'en ai vu et revu et re-revu des plans de cours comme ça, tout croche. C'est comme le prof d'éducation physique qui dit là, vous devez faire du sport puis bien manger, puis c'est un obèse morbide qui fume une clope après l'autre. Tu sais, c'est exactement ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon. Puis le deuxième point sur lequel j'aimerais rebondir, c'est justement le danger, tu sais, l'espèce de terrain miné sur lequel doit constamment marcher un prof. Puis là, tu vas me permettre justement de faire de te raconter une anecdote qui est liée au prof de mathématiques. Il y a quelqu'un qui me racontait
un jour avoir participé à une espèce de colloque sur qui réunissait des profs de maths de cégep. Donc, mettons qu'ils sont 100 profs. Il y a 100 profs dans la salle et il y a le conférencier qui dit, bon, alors voilà, j'ai une question pour vous. Vous êtes tous des profs de maths. Combien y a-t-il de carrés dans un jeu d'échecs? Bon. C'est bon. complexe. Bon, mais voilà. Ah, 64, ah ben non, parce que les 2, les 4, tu comprends, les 8, puis le carré lui-même, bon. Et sur les 100 profs, il y en a eu 3 qui ont eu la bonne réponse. Ça, c'est pas grave. Ce qui est plus grave, c'est la réponse à la question que le conférencier a posée. OK, maintenant, il y a 97 profs, si mes calculs sont exacts, il y a 97 profs qui n'ont pas la réponse. Les 97 profs qui n'ont pas la réponse, qui seraient prêts, maintenant, d'aller dans une classe et de se pencher sur ce problème-là avec ses étudiants? Là, ils sont tous rétractés, tu vois. Personne n'a osé. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Puis, si je fais le parallèle en littérature, moi, ce que j'aime bien et ce qui m'excite terriblement, c'est d'arriver en classe et d'ouvrir un texte que j'ai jamais lu, tu sais, ou que j'ai jamais analysé. Et puis, on l'analyse ensemble. Et ce qui fait que, comme tu l'as dit, tu sais, tes questionnements en tant que prof, tu sais, tes questionnements, tes piétinements, tes émotions, tes trous noirs, tes angoisses, tes euphories, tes exclamations, tes jouissances sont live, sont réelles, sont vécues. Elles sont pas jouées, elles sont pas feintes, elles sont pas stagées. Et là, t'as un groupe devant toi qui fait comme, oh shit, il a l'air d'avoir du fun, lui, là. Ça a l'air d'avoir envie de sorte d'affaires. Bon, ben, tu sais, je pense qu'on devrait s'y mettre nous aussi, tu sais. Donc, c'est ça, quoi, être prof aussi. C'est-à-dire, c'est pas avoir la science infuse, comme on dit, là. Tu sais, c'est sûr qu'on a des diplômes, on a des années d'études derrière nous, on a bouquiné, on a fait quand même, on a bossé, on a quelque chose à dire. Mais en même temps, on sait pas tout. T'sais, on connaît pas tout, puis il faut être ouvert justement à cette espèce de ce qu'on appelle en philo la dissonance cognitive. C'est que tout d'un coup, je te raconte juste une autre anecdote très rapidement. Pendant des années, j'analysais le bourgeois gentilhomme de Molière, puis donc la question que je posais, c'était prouver que Monsieur Jourdain est épais. Bon, c'était assez simple à prouver que Monsieur Jourdain est épais, il est à côté de ses pompes, etc., etc. Et après quoi, je sais pas, 4-5 ans à analyser le texte, il y a une étudiante qui lève la main puis elle fait, ben non, attends, moi il me semble beaucoup plus intelligent que les maîtres à danser puis les maîtres de musique. Là j'ai fait, oh, vas-y donc, tu sais. Puis là elle m'a construit un discours qui a complètement renversé le discours que j'avais construit pendant 5 ans et j'en étais heureux parce que pour moi c'est ça la beauté de la littérature, c'est sa polysémie, tu sais, c'est d'être capable de dire la chose et son contraire. Est-ce que Madame Bovary est une féministe avant-gardiste ou une nunuche? Les deux se défendent. Est-ce que Meursault, dans L'étranger de Camus, est un homme résigné ou révolté? Les deux se défendent. Tu sais, il n'y a pas une seule réponse. Sinon, tu sais, je sais pas, j'enseignerais le code civil, tu vois. C'est de la musique à mes oreilles. Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'aimer ce qu'on leur apprend, en espérant qu'ils nous apprennent ce qu'ils aiment. J'ai trouvé ça plein d'amour, ça. Puis, en fin de compte, là, je pense qu'il le gros de la compétence de l'enseignement, je pense qu'il tourne autour de l'amour. Si t'aimes sincèrement ce que tu fais, ben c'est là que t'as pas peur d'aller te mouiller dans de quoi qui te sort de ta zone. Si t'aimes apprendre, si t'aimes être curieux, si t'aimes cette matière-là et cette direction tellement que t'es prêt à prendre des chemins pas battus. Ouais. Puis je trouve ça beau aussi de montrer cet amour-là en exemple. Puis si tu réussis à voir ce qu'ils aiment, là, il commence à avoir un lien fort. Là. Que quand tu réussis à connaître tes étudiants, tu mets beaucoup l'accent là-dessus, je trouve. Ouais. Puis je trouve ça tellement que ça fait toute la différence, dans le fond, là, d'être capable de créer un lien. Ben, je trouve que c'est un beau message, encore une fois, aux jeunes profs qui nous écoutent. Ben, c'est drôle parce que tu parles d'amour, alors que dans le premier livre, je parlais beaucoup de jalousie. Hein. Tu sais, je disais que la jalousie était le moteur de l'enseignement. Moi, toute ma vie, tu sais, non, mais c'est vrai, ben, ça, tu vois comment ça résonne, hein, ça m'oblige à nuancer, puis à enrichir, puis à préciser mon discours. C'est-à-dire que, tu sais, souvent, je termine mes cours, mettons, j'enseigne aussi le cinéma, puis je montre beaucoup de séquences, évidemment, des séquences de films, disons, de, tu sais, 1 minute, 2 minutes. Puis à la fin des cours, je m'amuse toujours à montrer à l'écran le nombre de séquences de films qu'on a vus. Tu sais, souvent, ça tourne autour de 50.
Puis là, à chaque fois, je demande, tu sais, qui a vu tel film, puis j'ai très peu de mains qui se lèvent. Donc, à la fin du cours, je dis toujours, ben voilà, vous êtes 50 films en déficit intellectuel, tu sais, vous êtes en retard de 50 films. Et, et ce qu'il y a de beau là-dedans, donc, c'est d'une part pour susciter la jalousie, de dire, ben moi, je les ai vus, ces 50 films-là, tu sais, ah, shit, le prof les a vus, il faudrait bien que je les voie, moi aussi, tu sais, je jalouse son savoir. Mais en revanche, combien d'étudiants et d'étudiantes viennent me voir à la fin d'un cours ou à la pause pour me dire, ah, mais t'as-tu vu tel film? Et souvent, je l'ai pas vu. Donc, là, je leur dis, j'aime ça à mon tour, être en déficit intellectuel. C'est-à-dire que là, C'est bon, ça. c'est ça l'amour aussi. C'est-à-dire que, et puis là, je me fais un devoir, ou un plaisir plutôt, de voir les films dont ils me parlent et que j'ai pas vus, puis d'en parler avec eux. C'est un échange de bons procédés. Exact. C'est ça, c'est tellement vrai. On est aussi un apprenant, c'est pas à cause qu'on est prof qu'on a fini d'apprendre. Faut que ce dialogue-là passe des deux bords. Puis c'est comme ça, dans le fond, qu'on tombe en relation avec les autres. On reste toujours sur notre piédestal, ben c'est plus fret. C'est ça, prof du Québec, j'en appelle à vous. Je vous somme, je vous intime, je vous enjoins. Ne baissez plus les bras, la garde et vos culottes. Relevez-les, montrez-les, mettez-les. Les jeunes, comme on les nomme avec condescendance, apprennent par imitation. Rappelez-vous qui vous avez été. Regardez qui vous êtes devenu. Soyez sévère, droit, exigeant. Honorez votre profession. C'est tout qu'un message. C'est ça, là. Je te sens encore en croisade là, avec ces mots-là. Tu parles à tous les profs du Québec là, dans ton livre. Là. Je sais pas ce que j'avais fumé ce jour-là. Non, mais oui, non, les profs, tu sais, on apprend par imitation. Je veux dire, c'est chez Aristote. Hein. Aristote explique la naissance des œuvres d'art par imitation. Puis tu regardes les enfants, les petits enfants, comment imiter. La position de papa qui regarde la télé, ils vont se croiser la jambe de la même façon, ils vont imiter. Absolument. Tu sais, je suis un peu hétéronormatif. Et là, on imite après, puis on apprend des comptines, puis on imite le prof qui fait des gestes. Bon, mais c'est la même chose. Ce qui fait que moi, quand j'arrive en classe, je pense que la première chose dont je leur parle, c'est je leur parle du livre que je suis en train de lire ou du film que j'ai vu la veille. Tu vois, donc, pour leur montrer au fond que si j'enseigne la littérature, c'est parce que j'aime lire, et si j'aime lire, ben je vais lire tous les jours. Tu sais, tu sais, je ne pense pas. C'est comment disait le philosophe Alain, ce n'est pas parce qu'on a, tu vois, celle-là, je l'ai oublié. Ça fait trop longtemps que je l'ai cité. Je ne pense ça me rassure. Je ne pense pas qu'avoir étudié. Non, je l'ai retrouvé. Je ne pense pas qu'avoir étudié soit une si bonne chose si on n'étudie plus. Tu vois? Donc, c'est pas parce que j'ai fait un bac, une maîtrise et un doctorat en littérature, donc que j'ai beaucoup lu, que je dois m'empêcher de lire. Et souvent, je rencontre des profs de littérature qui lisent pas. Il y a des profs de littérature, des collègues qui m'ont dit, j'ai pas lu un livre de l'été. Comment est-ce possible? Moi, ça me rentre pas dans la tête. Et je veux dire, c'est pas normal non plus que j'en apprenne plus sur la littérature en parlant à des amis comme ça dans des bars, tu sais, qui m'apprennent l'existence d'un auteur, d'un livre, et que j'en apprends pas dans des discussions entre collègues. C'est-à-dire que des fois, j'apprends plus en 2 heures de discussion avec un ami que j'en ai appris en 5 ans de vie départementale. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Ouais, c'est ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Plutôt que d'attendre un changement qui vient d'en haut, attelez-vous donc, je le répète, à un changement d'attitude, tu le répètes plusieurs fois, lequel est à votre portée. Il faut cesser de se présenter comme des fonctionnaires de la pensée chargés de passer à travers un programme ou les détenteurs d'un savoir que nous maîtrisons d'ailleurs approximativement, que nous versons distraitement dans le crâne des cruches. La réponse est simple. Soyez le prof que vous auriez aimé avoir. Et en parenthèse, et méfiez-vous des uns des autres. J'avais comme pas compris celle-là. Qu'est-ce que tu veux dire par « et méfiez-vous des uns des autres » ? C'est pour faire un rappel du titre du chapitre. Le titre du chapitre, c'est « Rappelle-moi. Professeurs de tous les pays ». Hein? Oui. Donc, professeurs de tous les pays, unissez-vous. Hein? Bon, c'est l'appel de Marx. Mais là, c'était là, je prends le contre-pied de la parole de l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres. Ah. Bon. Puis là, moi, ce qui m'énerve, ce qui m'horripile, ce qui m'enrage,
ce qui me met hors de moi, ce qui me fait sortir de mes gonds, ben c'est ces profs qui vont tenir ce discours justement évangéliste, dans lequel ils vont dire il faut comprendre que nous faisons tous partie d'un corps professoral et que nous devons tous ensemble aller dans la même direction. Oui, mais attends, mais c'est quoi la direction? C'est laquelle? Laquelle? La tienne, la mienne? Non, j'ai pas envie d'aller dans ta direction à toi, puis j'ai pas envie d'aller dans celle qui fait l'unanimité non plus. Alors, méfiez-vous des uns des autres, c'est ça que je veux dire. Tout ce qui est consensuel est un peu inquiétant. Et donc, pour moi, une autre des définitions d'un prof, c'est qu'un prof doit être un électron libre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui doit penser par lui-même, qui doit essayer des choses, qui doit prendre des risques, puis voir lui-même sur le terrain si ça marche ou si ça marche pas. Je n'ai rien à foutre, moi, de vie ministérielle, puis non, mais tu sais, des patentes départementales, je veux dire, non, c'est pas de même ça marche dans ma salle de classe, tu sais. Puis les profs vont se gargariser de cet aphorisme, dans ta salle de classe, c'est toi le boss, tu sais, mais j'en ai souvent entendu le dire, mais j'en ai vu peu le faire, tu sais. Je pourrais clairement pas passer à travers toutes les citations qui m'ont marqué. Je vois le temps qui file. C'est énormément trippant de t'en parler, Jean-Marc. C'est vraiment nourrissant. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Bien que c'est vrai que c'est challengeant un peu, mais en tout cas, je suis convaincu que les jeunes profs ont avantage à écouter ton discours. Quitte à être un peu froissé, faut être froissé dans la vie aussi, là, tu sais, si c'est toujours agréable notre parcours, c'est peut-être qu'on manque une leçon ou deux, là, faut se faire brosser la cage, puis ça fait du bien. Encore là, tu sais, il faut pas prendre ce que je dis pour du cash. C'est ça l'autre affaire, tu sais. C'est sûr qu'il y a un ton qui est un peu, tu sais, péremptoire, puis un peu tranchant, puis incisif. Mais ça, c'est justement pour voir jusqu'où tu es capable d'encaisser le coup. Tu sais, t'es pas besoin d'être d'accord avec tout ça. Tu sais, au contraire, si tu es capable de rebondir, puis comme des amis très proches, là, tu sais, se sont montés en désaccord avec certaines des idées qui sont là-dedans, qui sont plus même des fois des fantaisies ou des lubies ou des fantasmes. Tu sais, c'est pas à prendre pour du cash non plus. Là. Je suis pas en train de dire à personne quoi faire. Je suis en train de leur demander de se mesurer à eux-mêmes. C'est ça. Ouais. T'en appelles quand même à un moment donné, là, tu fais référence, là, c'est une que j'ai skippé, mais tu me donnes le goût d'y revenir, là. Ou est-ce que, c'est ça, on n'a pas imposé quoi que ce soit aux professeurs, ceux-ci qui critiquent la molle motivation de leurs étudiants, qu'ils soient donc eux-mêmes motivés à parfaire leur cours, que chaque prof se demande intérieurement au moment où il enseigne si quelqu'un d'autre pourrait faire mieux que lui ce qu'il fait au moment où il se pose la question. S'il répond par la négative, qu'il continue. S'il répond par l'affirmative, qu'il quitte le bateau, un prof à la mer, et le monde sera enfin débarrassé de ces imposteurs. Pouf! Tu t'appelles là, à ben des profs là, de donner leur démission là, à t'entendre. Tabarouette, ils sont bien violents. J'aimerais pas m'avoir comme ami. Non, mais oui, non, mais moi, l'impulsion de ce passage-là, c'était ce qu'on appelle les workshops là, ou les bootcamps, ou je ne sais trop, les ateliers de perfectionnement. My God, sérieux? Tu vas-tu participer à ça, toi, un atelier de perfectionnement? Tu sais, je comprends pas d'où ça sort, ça. Je veux dire, ça fait comme la passion, puis le goût du risque, puis l'envie de partager, puis l'amour, ça fait partie de l'ADN d'un prof, le perfectionnement. C'est-à-dire que si ton cours, tu sais, ça fait 25 ans que j'enseigne, mais tu sais, c'est évident que le dernier cours que j'ai donné hier ressemble pas du tout au premier que j'ai donné. C'est-à-dire que à chaque session, voire à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour, j'essaie d'être meilleur que la fois précédente. J'ai pas besoin qu'on me dise de me perfectionner, ni qu'on me montre comment faire. Voyons donc, c'est aberrant. Donc, je pense que le plaisir d'être toujours meilleur que soi-même fait partie de l'ADN du prof. Ça devrait être d'emblée ça, là. On devrait pas là, vous demander de le faire, ça devrait déjà être acquis que tout le monde le fait. Là. Exactement. Sinon, ah ouais, à la mer. Je veux au moins parler quelques minutes sur l'évaluation. Tu m'as eu la première fois avec la conférence où est-ce que tu as mis l'accent là-dessus. T'en parles aussi dans ton deuxième livre. Je trouve vraiment que c'est un des gros leviers, selon moi, là, pour un impact sur l'éducation parce que, tu sais, à la limite, on peut appliquer tous les bons mots qu'on a dit là. Si on garde le même système d'évaluation, je trouve qu'on manque quelque chose. C'est vraiment ce qui motive ou du moins ce qui dirige beaucoup
le comportement des jeunes, disons ça comme ça, pour le meilleur et pour le pire, justement. Puis je dirais même que ça biaise aussi notre regard sur les jeunes, puis tu le mets vraiment bien en lumière, hein, où est-ce que, tu le sais, là, c'est comme sacré la note, la fameuse cotère, cette fille-là. T'as dû enseigner en sciences nature aussi, là. Il y a de quoi, là, de vraiment très, très sacré, j'ai envie de dire ça de même. Puis je pense que ça nous leurre, ça nous fait une fausse impression de réussite, qu'on n'arrête pas de dire c'est la réussite, on veut viser l'épanouissement, puis c'est comme si t'as 92%, ben c'est réussite, l'épanouissement, bravo, bravo, mais comme tu mets bien en lumière, si la personne rentre dans ton cours avec une moyenne de 90, elle finit à 92, versus l'autre qui finit à 58, il a commencé à 24, c'est laquelle la meilleure des réussites, tu sais? La question se pose. Puis tu sais, c'est ça, il faut comme relativiser, il faut comme arrêter de le voir aussi uni... sens qu'on le voit en ce moment, puis il faut l'utiliser comme une au lieu d'utiliser comme une fin, il faut le voir comme un moyen. Je pense que c'est le gros de ton message, puis je pense que c'est beaucoup la piste de solution. Ce qu'on ne fait pas tant en ce moment, c'est la fin. On finit par une évaluation finale, puis c'est beaucoup une fin et non un moyen. Puis ça me paraît vraiment important qu'on change ça, parce que ça fait quasiment des crimes. Justement, tu peux briser, en v'là un outil vraiment puissant, en v'là une arme pour démotiver un jeune, d'y qualifier vraiment une mauvaise note puis des mauvaises rétroactions. Tu peux vraiment scraper, là, un jeune. Ouais. Ben oui, ben ça c'est moi je l'arrête pas de leur dire, moi je suis contre l'évaluation parce que je ne pense pas que comme des marchandises, vous avez une valeur. Tu sais, il y a pas on peut pas attribuer une valeur tu sais comme une valeur monétaire ou les étudiants sont pas tu sais les talents sont pas chiffrables, tu sais c'est ça échappe aux mathématiques. Et encore une fois, ce qui est désolant, c'est de tu sais, ça m'apparaît tellement, encore une fois, évident, je comprends pas que on se penche pas là-dessus. Je le propose même dans le chapitre. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on évalue tout le monde de la même façon, alors qu'il est évident que personne n'apprend de la même façon et que personne ne performe de la même façon. Et l'idée m'était venue de façon assez simple. Tu sais, quand moi je disais, tu sais, moi je détestais à l'université les contrôles sur table. Tu sais, moi j'ai toujours dit, je peux pas être intelligent en 3 heures. Tu sais, ça me prend plus que 3 heures. Ça me prend 3 ans au moins, tu sais, pour avoir l'air intelligent. Ah, quand j'ai appris qu'une maîtrise, c'était comme t'es tout seul chez vous pendant 3 ans pour rédiger 200 pages. Oh, ça me plaisait. Ça c'était parfait pour moi. Donc, ça m'effrayait pas. Et d'autres me disaient, non, moi, je suis découragé, j'ai pas d'autonomie, j'arrive pas à me motiver. Tu sais, j'aime mieux qu'on me demande de performer en 3 heures. Bon. Donc, tu te rends compte que là, on a 2 façons d'apprendre, 2 façons de performer. Mais après, t'en as qui sont très à l'aise à l'écrit, donc d'autres qui sont dyslexiques, qui arrivent à écrire, puis d'autres qui sont super à l'aise oralement, puis d'autres qui sont hyper gênés. Bon, mais alors, tu sais, tu demandes une évaluation, tu demandes, par exemple, de faire un compte-rendu critique d'un livre, ben pourquoi est-ce que tu n'accepterais pas que l'un le fasse par écrit et que l'autre le fasse oralement? Tu sais? Donc là, tu donnes les chances égales à tout le monde. Puis en revanche, le problème, tu sais, encore une fois, je reviens toujours au but premier de l'enseignement et c'est ça qu'on perd. On est comme dans un cul-de-sac, on est dans le cul-de-sac puis on continue d'avancer dans le cul-de-sac plutôt que de reculer un peu puis de prendre l'ampleur, d'avoir un peu l'ampleur de la situation. Je veux dire, le but dans un cours de littérature, c'est quoi? Le vrai but, là, honnêtement, là, sincèrement, franchement, c'est quoi? C'est de leur donner le goût de lire. Tu sais, c'est ça qu'on veut leur transmettre, une passion pour les textes. On veut qu'ils ouvrent des bouquins et qu'ils continuent de les ouvrir après notre cours. Tu sais, comme je raconte souvent, j'avais croisé une étudiante dans un bar, tu sais, 5-6 ans après lui avoir donné le cours, puis elle me dit ça, « Hey Limoges, salut, comment ça va? On va prendre une bière, on discute. » Puis elle dit, « Tu sais quoi, tu sais, Madame Bovary, dans ton cours, là, je l'avais même pas lu. Mais par contre, je suis en train de le lire en ce moment. » Tu sais, puis j'ai dit, « Ben voilà, c'est pour ça que j'ai donné le cours. » C'était pour que tu le lises à un moment donné dans ta vie, quand tu allais être prête à le lire. Bon, donc si c'est ça notre vrai but, eh ben, on a tout faux. On a tout faux en donnant en exigeant des évaluations, en leur faisant subir des évaluations. Pourquoi? Parce que, ils vont se mettre à lire pour en regard d'une motivation exogène et non endogène, c'est-à-dire avoir un anane, avoir des points. Ils vont pas lire pour le plaisir de lire, tu sais, pour répondre à l'une ou l'autre des différentes fonctions qu'on a énumérées au début de la conversation. Et deuxièmement, l'autre écueil qui nous attend dans le détour, ben c'est de leur justement attribuer une mauvaise note.
Alors là, du coup, du moment où tu as une mauvaise note, ben, tu es découragé, tu n'as plus du tout envie de continuer à lire. Donc, tu vois que l'évaluation, on perd sur tous les plans. Et il Ouais. faudrait plutôt enseigner la littérature pour tout simplement leur donner envie de lire. Tout simplement. Tellement. Tellement. Puis c'est ça, écoute, on pourrait en jaser, on pourrait faire un autre épisode juste sur l'évaluation parce que il y a plein de choses que j'ai goût de rebondir. Aussi simple que tu donnes aussi une piste. S'il faut absolument évaluer, faisons la chose suivante. Première évaluation, tu corriges vraiment gentiment, dans le sens que tu donnes une bonne note, mais tu donnes beaucoup de commentaires d'amélioration pour lever le flag comme hey, t'as des trucs à apprendre, mais regarde, c'est cool, t'es bon, je te donne une bonne note. Deuxième évaluation, vous voulez les quitter? Tout le monde cool! Tu m'as fait rire avec ça. Ou est-ce que tu là, l'équité, tout le monde cool, tu donnes une mauvaise note à tout le monde pour vraiment faire une sonnette d'alarme comme ah ouais, là, faut que tu t'enlignes pour l'examen final, je veux que tu finisses fort. Puis Ouais. pour l'examen final, t'es bon joueur. Tu donnes une bonne note représentative. Puis Ouais, ouais. déjà, là, tu l'utilises plus comme un moyen plutôt que juste une finalité. Je trouvais Exactement. l'idée bonne et savoureuse et très équitable. puis, puis tu parles aussi de l'échec qui est intimement lié, Ouais. que je voudrais vraiment lire ce passage-là. Premièrement, l'échec n'est pas un boulet que l'on traîne à nos pieds. L'échec est aussi, rappelons-le, une façon d'apprendre. Ah, c'est qu'il faut le rappeler. On peut rouler lentement sans regarder devant, frapper un mur, prendre l'ampleur des dégâts et la mesure des exigences, s'étonner des attentes, admettre sa paresse ou sa nonchalance, ses lacunes ou son incompétence, se cracher dans les mains, se retrousser les manches, se redresser et recommencer. On peut sortir grandi d'un échec. Et puis, il y a pire que l'échec, l'abandon. Certains se donnent au moins le mérite d'échouer. Mhm. Que c'est beau. Et que c'est vrai. Moi, là, un truc que je mets beaucoup dans mes cours, que je mets l'emphase, là, je célèbre l'erreur. Quand il y a une belle erreur qui se passe, là, je chante l'erreur comme « Oh, quelle belle erreur! C'est comme ça qu'on apprend. » Il y en a plein qui font cette erreur-là. Merci à celui qui l'a fait. Ça va peut-être donner l'exemple à tout le monde. Apprenons de ça. On devrait célébrer. Ça devrait être ça qui devrait être sacré. Ah, C'est la meilleure façon d'apprendre. c'est ça qui est drôle, hein. Quand je te disais qu'on est un par cégep, enfin, encore une fois, c'est une façon de parler, mais tu sais, là, ce que tu dis, ça résonne tellement, tu sais, c'est un discours qui est complètement saugrenu, là, ce que tu viens de dire, c'est comme, c'est pas recevable, ça, dans l'espace public. Mais je dis sensiblement la même chose. Tu sais, des fois, je dis, voilà une erreur intéressante. Ça, c'est une erreur poche. Ça, ben, ça, c'est une erreur intéressante. Ah, parce elle est pédagogique, elle est didactique, elle nous tire vers le haut. Tu sais, même des fois aussi, je me rappelle d'un cours à l'Université Laval où j'avais demandé à la médiathèque de commander un film. Puis là, la personne responsable regarde le film, regarde la pochette, regarde le titre, dit, mon, ça a l'air d'un mauvais film, c'est pourquoi vous voulez commander ça? Ah, c'est en effet un mauvais film, c'est peut-être le pire film que j'ai vu de ma vie, mais pourquoi vous voulez commander ça dans un cours d'université? Ben, parce que c'est pédagogique, il y a là tout ce qu'il ne faut pas faire. Tellement. Ah, Donc, c'est super bon. l'échec, c'est une façon d'apprendre. Faut arrêter d'avoir ce discours-là, de ressasser le discours selon lequel, oh mon Dieu, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse, le taux d'échec est effarant. Ben, tu sais, l'échec, c'est une façon d'apprendre. Puis comme je le dis, l'école, c'est fait pour apprendre, puis on peut apprendre que l'école, c'est pas fait pour nous. Tu sais, il n'y a pas de honte non plus à faire un métier. Il n'y a pas de honte. Tu sais, c'est comme s'il y avait qu'un seul passage obligé. Il y en a qui sont faits pour la chose intellectuelle, puis d'autres qui sont faits pour la chose manuelle. C'est pas honteux. Ben oui, tellement. Ah, Jean-Marc, je vois le temps. J'ai envie d'honorer le fait qu'il faut s'arrêter, bien que je continuerai. J'ai encore plusieurs citations que j'ai soulignées, mais par souci du temps, j'ai l'élan de clore, bien que je voudrais te poser la question, est-ce qu'il y aurait un passage, quelque chose du livre qu'on n'a pas parlé ensemble, puis que tu aurais l'élan de clore avec ça? Oh mon Dieu, là, il va plus, tu me pas. Toujours comme ça, hein. Les gens qui interviewent finissent toujours par des questions que tu vois pas venir, tu vois. Ben oui, Donc, ben oui. C'est toi qui mets de l'avance qu'il faut être à côté de ces pompes, arriver en retard, là. C'est là qu'on trouve la vérité. Je te mets ça sur un plateau d'argent, Jean-Marc. exactement. J'ai même pas le manuscrit sous les yeux, donc je suis bien en peine de répondre. Mais peut-être, tu sais, je finirais par cette phrase, je pense que j'ai lancée au cours de l'entretien. C'est que les profs font profession de penser. Il faudrait aussi qu'ils pensent un peu leur profession. Je pense que c'est ça aussi. C'est une autre des clés, je pense, pour être un bon prof. Là. Il faut constamment se remettre en question. Il faut penser la profession. Il faut constamment se demander, ben, c'est quoi enseigner? Puis surtout, si on est confronté, je veux dire, c'est évident, mais ça fait partie de la job, aux nouvelles générations. Puis il faut arrêter de bâcher sur les nouvelles générations.
Faut arrêter ça. Parce que c'est ça ta job, c'est d'arriver à les élever, à les intéresser. Et puis si tu dis constamment et tu répètes constamment qu'ils sont pas intéressés, ben là, on fait fausse route. Alors, un prof fait profession de pensée, il faudrait qu'il pense sa profession. Moi, je finirais là-dessus. Oh man, j'embarque aussi. Merci tellement, Jean-Marc. J'adore te parler. Tu me fais du bien. Merci de mettre en mots ce sujet un peu épineux, un peu tabou. Mais ça nous fait penser à notre profession, donc tu incarnes pleinement tes dernières paroles, Jean-Marc, puis tu nous invites à le faire. Tu m'as fait réfléchir, en tout cas, en lisant tout ça, puis je vais encore continuer à réfléchir. Hey, c'était vraiment un plaisir, Michel, de discuter avec toi. Puis écoute, on peut faire une deuxième partie, n'importe quand. Let's go! Ah ben écoute, j'en prends bonne note à Jean-Marc, puis évidemment qu'il y a tous ceux qui ont encore soif de Jean-Marc Limoges, là, mais t'as 2 livres. Non, mais il y a un livre seulement accessible pour l'instant. Ou est-ce qu'on pourrait peut-être mettre un lien ou la façon de le rejoindre pour plus lire de tes mots, de tes autres citations percutantes. Hey, puis il y a un chapitre du 2e livre que la revue Argument a eu le guts de publier aussi dans ce numéro qui porte sur la formation générale. Donc voilà, on peut avoir un avant-goût du 2e livre en se procurant cette revue. Super, je le recommande chaleureusement. Moi, ça m'a fait du bien, cette lecture-là. J'ai appris plein de nouveaux mots, d'ailleurs. Je dois aussi faire un autre aveu, là. Et puis, c'est le fun. Tu donnes des aides où est-ce que tu souvent faire une sorte de crescendo, là, puis que là, je pouvais faire des associations sans les voir dans le dictionnaire de à quoi faire ressembler les mots. Merci de m'avoir appris plusieurs nouveaux mots, Jean-Marc. Ouais, écoute, ça fait partie du jeu, mais je suis bien content, en tout cas, d'apprendre ça. Je trouve que j'ai trouvé en toi un excellent lecteur. Oh là là, je le prends, parce qu'on m'a pas souvent dit ça dans mon parcours. Ouais, non, mais c'est ça. Mais t'es un excellent lecteur, très sensible et très, très fin, et plein d'acuité, de perspicacité, de sensibilité. Moi, j'ai adoré t'entendre là-dessus, c'est vraiment éclairant. Non, mais je pensais pas recevoir autant de compliments en cette fin de... On va finir en me faisant recevoir des compliments. Merci, Jean-Marc. Tu les acceptes? Je les accepte, je me pratique, faut dire oui à ça, bien que je suis aussi en perpétuel perfectionnement là-dessus. Ben voilà, continuons de nous perfectionner. Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crinqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca/levelup. On a super hâte de te rencontrer.